Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette 8e édition de Neuroplanète. Donc une nouvelle fois, des chercheurs, des médecins, des psychologues, des écrivains, des sportifs sont présents. Ils vont nous faire part de leur expérience, de leur expertise, des avancées de la recherche et bien évidemment répondre à toutes vos questions. Et donc pour ce première table ronde, nous allons évoquer un sujet essentiel et bénéficier de conseils de spécialistes pour être bien à la fois dans sa tête et dans son corps, car comme vous le savez, les deux sont indissociables. Selon l'Organisation mondiale de la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et elle ne consiste évidemment pas en une absence de maladie ou d'infirmité, c'est beaucoup plus large. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir le professeur Michel Lejoyeux, donc en distanciel. Vous êtes chef donc des services de psychiatrie et d'addictologie donc des hôpitaux Bichat et Maison Blanche. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage En bonne santé avec Montaigne, donc paru aux éditions Robert Laffont en 2022. Et nous avons également le plaisir d'accueillir le docteur Véronique Mondin, co-responsable du département de médecine intégrative de la faculté de médecine de Nice. Et les échanges vont être animés par Anne Jean-Blanc, journaliste et responsable éditoriale des forums santé du Point. Anne, je vous passe tout de suite la parole. Merci Hélène. Michel, on va commencer par une question directe. En quoi un homme comme Montaigne a intéressé le psychiatre que vous êtes ? Montaigne m'a immédiatement plu pour plein de raisons. D'abord, il ne parle pas de bonheur. Vous savez, vous parlez de santé, ça me fait toujours plaisir quand on parle de santé. Montaigne dit que quand on n'a pas de maladie, c'est déjà très bien. Il ne cherche pas cette espèce de psychologie positive, ce plaisir de chaque instant. Et puis Montaigne dit deux choses. Il dit notre état est le résultat de nos croyances, donc de la façon dont nous réfléchissons, et de petites expériences qu'on peut faire rentrer dans sa vie. Donc je me suis dit, il fait exactement le même travail que moi. Il change mes croyances, il change mes comportements. Je l'ai appelé parce que juste avant cette table ronde pour le Point, je me suis dit que je devais joindre Montaigne et il m'a confirmé qu'on était bien sur la même ligne. Alors Véronique, pour vous, on va élargir un petit peu. Un esprit sain dans un corps sain, ça correspond exactement à ce à quoi on aspire tous finalement. Oui, alors merci beaucoup de vraiment insister sur cette histoire-là, parce que je crois qu'on est tous persuadés plus ou moins que la prévention, finalement, un esprit sain dans un corps sain, c'est la prévention, c'est quelque chose qu'on peut tous piloter, mais quelquefois on ne se rend pas compte combien on est maître de ça. Si je pose une question à cette assemblée nombreuse, est-ce que vous pensez que vos maladies à venir, elles sont pilotées par votre génétique ou pas ? Il y a beaucoup de personnes qui encore répondent oui, mais aujourd'hui on sait globalement qu'il n'y a que 10% de nos maladies qui sont pilotées par notre génétique, le reste c'est l'épigénétique, c'est-à-dire comment l'environnement, ce qu'on appelle aujourd'hui notre exposome, va influer sur nos gènes, va les permettre de s'exprimer, de ne pas s'exprimer, et tout ça on en est les pilotes. Et c'est quoi l'exposome ? Eh bien c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on respire, c'est l'activité physique qu'on fait, ce sont nos pensées, ce sont nos émotions, ce sont nos stress, et tout ça on peut arriver, quand même plus ou moins, à les maîtriser et à faire en sorte que nous gardions notre capital santé, comme effectivement Montaigne peut-être le propose. Alors on va d'abord partir sur les pas de Montaigne, et c'est pas un vain mot, parce que Montaigne apparemment, Michel n'était jamais assis pour écrire, c'était le mouvement permanent. Oui, c'est étonnant, mais je suis vraiment d'accord avec ce que dit ma collègue. Vraiment, nous avons, et c'est le message optimiste que vous faites passer au Point et que nous faisons passer ce matin, nous avons en nous des capacités de protection de la santé. On peut vraiment, par des petits gestes, des petites choses qu'on fait sur sa santé, agir plus qu'en se prenant la tête. Oui, Montaigne, il disait, dès que je m'assois, je ne suis plus créatif. Alors il avait installé dans sa bibliothèque... On est mal barré là, on est tous assis Michel. On est tous assis. Demandez-leur de se lever, là, essayez de finir ça. Et il a fait, en tout cas on n'est pas en train de créer, peut-être on n'est pas en train d'écrire, Montaigne, donc il avait installé un lutrin et il écrivait debout, en disant plus je bouge, je vais marcher avant d'écrire, et les données récentes vont exactement dans ce sens-là, avec des effets notamment sur le facteur de croissance neuronale. Vous voyez, la psychologie a un peu changé de paradigme aujourd'hui. Avant, on se prenait la tête entre les mains, on réfléchissait à nos pensées, à notre passé, à ce qu'on était, à ce qu'on allait devenir. Aujourd'hui,
On sait que pour se faire du bien, pour bouger ses neuromédiateurs, pour bouger ses émotions, il faut aussi bouger son corps. Véronique, parce que bien avant Montaigne... Bien avant Montaigne, en fait, les Grecs, l'étymologie de lycée, gymnasium, déjà ça voulait dire qu'on faisait tout l'enseignement en marchant. Alors je vais vous donner une petite anecdote personnelle, c'est vrai, moi tous les week-ends je randonne, et je me suis rendu compte qu'en randonnant, tous les acquis de la semaine se mettaient un petit peu en mouvement et permettaient d'en faire une espèce de synthèse, on peut appeler ça un brain walking pour être un peu moderne, mais je pense que l'activité physique effectivement nous permet d'assimiler mieux toutes les connaissances qu'on entend, tout ce qu'on essaye de réfléchir. Et il n'y a pas que l'activité physique, il y a aussi le contact avec la nature qui est très important. Énormément. Alors là, il y a plein d'hypothèses physiopathologiques, enfin plutôt maintenant d'études qui le montrent. Il y a d'abord les molécules qui sont données dans l'environnement, dans la nature, des espèces de phytohormones qui nous font du bien, qui modifient notre microbiote aussi cérébral. Parce que je voudrais insister aussi sur cette histoire de microbiote, on y reviendra, mais je suis un infectiologue, hein. Donc on est en fait des êtres symbiotiques, on est en partenariat total avec tous les micro-organismes qui nous habitent, et si on leur fait du bien en leur donnant la bonne nourriture, la bonne respiration, les bonnes molécules, toutes ces molécules-là et toutes ces bactéries-là nous font du bien. Et dans la nature, on respire des molécules qui font du bien à notre microbiote, et c'est comme ça aussi, et par le mouvement, et par les sensations, et par les émotions que la beauté de la nature nous procure, qu'on va mieux. Michel, vous m'avez parlé, quand on a préparé cette table ronde, d'un effet antidépresseur des arbres. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, peut-être avant, si vous voulez bien vous dire un tout petit mot pour aller vraiment dans cet effet du mouvement. Il y a 2 études récentes que je cite dans le livre. Une qui propose à des cadres un peu stressés de marcher 6 minutes rapidement. Vous imaginez en bord de mer, là vous marchez 6 minutes rapidement, et qui a évalué leur niveau de bien-être avant et après ces 6 minutes. En 6 minutes, vous augmentez de 30% votre rythme cardiaque et vous augmentez de 30% votre niveau de bien-être. Donc, il y a un effet objectif. Il y a une autre étude qui vient de démontrer que quand vous bougez, vous êtes moins sensible à un stimulus désagréable ou douloureux. L'étude a proposé à des gens de plonger leurs mains dans de la glace. Et bien, quand on a marché pendant 10 minutes, on résiste et on tient plus longtemps dans une eau glacée. Donc, objectivement, parce qu'on a plus chaud. Vous augmentez vos endorphines. Parce qu'on a plus chaud. Parce qu'on a plus chaud. Parce que le mouvement fait monter les endorphines. Et l'étude est même allée plus loin, elle a donné des bloqueurs des endorphines. Et quand on donne des bloqueurs des endorphines, l'effet du mouvement disparaît. Donc, vous voyez, il se passe vraiment quelque chose de très objectif quand on commence à bouger. Donc, vous appliquez un véritable traitement avec des bases biologiques confirmées dès que vous commencez à bouger, sans vous stresser évidemment. Et rappelez-vous ça, 6 minutes de marche rapide sont suffisantes pour mobiliser vos neuromédiateurs. Et un petit mot sur les arbres? Oui, un petit mot sur les arbres. Là encore, alors d'abord, évidemment, Montaigne raconte de très belles choses sur son plaisir à se promener dans ses propriétés, sur son cheval. Vous savez, Montaigne était se promener dans la banlieue, dans la campagne bordelaise. Et puis, il y a une étude anglaise très étonnante qui a comparé par rue, c'est un travail méticuleux comme seuls nos collègues anglais peuvent le faire, par rue de Londres, le nombre d'arbres plantés dans la rue et le nombre de boîtes d'antidépresseurs vendues par habitant. Et on s'est aperçu que plus il y avait d'arbres, il y a sans doute des biais méthodologiques considérables à cette étude, mais plus il y a d'arbres, moins il y a de boîtes d'antidépresseurs consommées par habitant dans la rue. Je livre cette étude à votre sagacité. Alors, il y a un autre sujet qui est très important, vous avez commencé à l'aborder un petit peu, Véronique, c'est la nutrition. Alors, la bonne nutrition, quelques mots à ce sujet. La nutrition, on sait de plus en plus en fait qu'elle impacte aussi notre santé globale et notamment notre humeur. Notamment, par exemple, on sait que notre régime à nous, dans le sud de la France, le régime méditerranéen, est un régime sur lequel plusieurs études ont montré qu'il était protecteur vis-à-vis de la dépression, et en plus de ça, qu'il était excellent pour tout le reste, et notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Alors, comment ça marche ? Eh bien, ça marche par le biais de notre microbiote. Je reviens à ce microbiote, très nombreux dans notre tube digestif et un peu partout, qui aujourd'hui est malheureusement très appauvri par notre environnement et par notre nourriture occidentale, qui a un peu fait l'impasse sur les végétaux, les légumineuses, etc.
Quand vous avez un microbiote qui est bien nourri avec ses légumes, ses légumineuses, il est équilibré, il est riche, il vous protège contre plein de choses et surtout il fabrique des tas de molécules qu'on appelle des acides gras à chaîne courte ou alors des neuromédiateurs qui font en sorte que votre santé est optimale. Quand aujourd'hui, et surtout chez nos jeunes, et c'est ça qui moi m'inquiète beaucoup, c'est ce qui se passe chez les enfants, chez les adolescents, on les nourrit de junk food et de soda, eh bien c'est tout à fait l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que le microbiote est appauvri, totalement déséquilibré. Cette addiction au sucre modifie leur humeur et on a montré que le sucre, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, dans un premier temps, ça vous donne un pic, vous êtes content, vous êtes euphorique, c'est super, mais très vite, en fait, ça crée une espèce de dépendance et de saturation des récepteurs et vous êtes de plus en plus déprimé. Donc, il est vraiment important de faire attention à l'alimentation des jeunes, des adolescents et leur redonner le goût de la bonne alimentation saine, végétale. Michel, cette addiction au sucre, elle est très forte, hein? Elle est très forte. Elle est aujourd'hui pas reconnue comme une addiction dans les classifications internationales, mais c'est vraiment un problème. Dans les aliments, moi j'en ai vu un qui plaisait à Montaigne et dont l'effet vient d'être validé. Ce sont les champignons. Étonnamment, vous savez comment marchent les études très objectives, parce que c'est pas autodéclaratif quand on dit que l'alimentation agit sur les humeurs. Il y a des études qui ont porté sur des centaines de milliers de personnes et qui ont vu ceux qui mangeaient 20 grammes de champignons par jour étaient sensiblement moins anxieux et moins déprimés. Montaigne aimait bien les champignons et cette étude confirme, là aussi avec des hypothèses, il y a aussi des hypothèses au niveau de l'inflammation cérébrale parce que certains de ces bons aliments ont un effet anti-inflammatoire. Donc le sucre va avoir l'effet inverse, hein, tout ce que dit ma collègue sur les junk food, et à l'inverse, des aliments tout à fait favorables. Alors au niveau nutrition, est-ce que vous pouvez donner des conseils relativement pratiques et peut-être en fonction des âges aussi parce qu'on n'a pas les mêmes besoins? Oui, alors c'est des conseils assez, je suis sûre que tout le monde connaît ce que je vais dire, hein, donc il n'y a rien de très nouveau. Mais est-ce qu'on se l'applique? La question c'est plutôt ça, c'est tout ça on le sait, mais est-ce qu'on le fait? Donc en fait la réalité c'est s'éloigner de tout ce qui est industriel. Je prends un seul exemple, le pain industriel, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de fibres, il n'y a plus de bonnes céréales, donc il faut vraiment s'en éloigner. Donc s'éloigner de ce qui est industriel, s'éloigner des sodas, s'éloigner du sucre, revenir aux végétaux, revenir aux légumineuses, diminuer beaucoup les produits animaux parce qu'ils sont aussi à l'origine de problèmes inflammatoires et de pollution. Et finalement, j'aime bien aussi dire que ce message, qui est assez simple, il est aussi bon non seulement pour vous, mais aussi pour votre environnement. C'est-à-dire que tout ce qui est vraiment nourriture de ce type-là, ça protège aussi l'environnement. Donc on fait d'une pierre deux coups. Ça c'est formidable. Michel, un dernier mot sur quelques aliments à conseiller particulièrement? Oui, les aliments nouveaux. Moi, je vous incite à de temps en temps faire rentrer des aliments nouveaux. Ce que je vois aujourd'hui, C'est quoi les avec aliments tous les nouveaux? conseils, Pardon, c'est des quoi les... choses, un plat que vous ne consommez pas d'habitude. Vous voyez, on a aujourd'hui, avec tous les conseils nutritionnels qu'on donne, des gens qui vont dire j'ai mon aliment idéal, ma manière de manger idéale, et je mange toujours la même chose tous les soirs. N'hésitez pas à faire rentrer aussi un peu de désordre, un peu de surprise, un type de cuisine que vous ne connaissez pas. Nous avons aussi besoin, pour aller bien, d'un peu de nouveauté. Et puis si un jour vous avez envie de faire une folie de sucre, surtout faites-la. Voilà un bon conseil, hein, c'est pas mal ça. Hein. Alors, on va passer à un autre sujet maintenant qui est important pour Montaigne et pour nous, c'est savoir se distraire, avoir des loisirs pour chasser son angoisse. Il ne faut pas regarder le danger, Michel, c'est ça qui fait peur? Montaigne est toujours très concret, vous savez, il vous donne un exemple très précis. Il vous dit, imaginez que vous ayez un pont à traverser au-dessus du vide. Il y a des montagnes pas loin de Nice, vous avez un pont et vous devez le traverser. Si vous regardez en détail la situation, si vous regardez en bas, vous ne le traverserez pas. On a besoin d'un peu d'insouciance pour affronter les situations dangereuses. En thérapie, moi je m'inspire de ça en proposant à mes patients ce que je leur appelle une trousse de distraction. C'est quoi une trousse de distraction? Ça va être, pour les coups durs, parce que la vie est jamais toujours simple, de garder quelques images, quelques souvenirs, quelques pensées, quelques phrases qui vont pouvoir renforcer justement leur capacité à se distraire. Véronique, la distraction, c'est important?
Savoir Oui. échapper au quotidien morose parfois. Tout à fait. Alors c'est vrai que malheureusement aujourd'hui on est dans une période où on ne peut pas dire qu'on est tous les jours des très bonnes nouvelles. Donc on regarde la télévision, on regarde tout ça, on voit des complications un petit peu partout et bien sûr ça retentit sur nous. C'est très connu aussi dans notre métier de soignant. Aujourd'hui on sait que les soignants qui voient tous les jours des personnes qui souffrent, qui sont malades, ont ce qu'on appelle leurs neurones miroirs qui sont impactés. C'est-à-dire qu'on ressent en fait ce que ressentent les autres. Si on est un tout petit peu empathique, on est vraiment en miroir avec tout ce qui nous entoure. Alors, ces neurones miroirs peuvent nous emmener vers le pire, mais ils peuvent aussi nous emmener vers le meilleur, parce qu'on peut aussi les rééduquer, et c'est ce qu'on apprend dans les pratiques psychocorporelles, notamment comme la méditation, l'hypnose, l'auto-hypnose, etc. On peut s'imaginer, grâce à notre imagination, grâce à notre façon de visualiser des choses, on peut s'imaginer dans des situations positives. Comme disait le professeur Lejoyeux, on peut retrouver des souvenirs très très agréables. On peut simplement fantasmer, c'est très bien aussi les fantasmes. Donc on peut se donner une espèce de rééducation de pensée qui fait que notre humeur va être corrélée à cette façon de nous imaginer en neurones miroirs. Alors on peut trouver ça un petit peu en lien avec ce que Coué faisait, la méthode Coué. Moi j'ai beaucoup de respect pour cet homme qui a appris justement qu'il faut aussi se conditionner de temps en temps à voir les choses de façon positive. Et vous savez sans doute que quand on donne à son corps un peu l'injonction d'être gai, de sourire, d'aller mieux, de voir des choses sympathiques, eh bien en fait ça modifie nos productions hormonales et cette façon d'être gai va vous rendre officiellement et profondément et organiquement gai. Donc je pense qu'il faut absolument profiter un peu de ça, bien sûr s'occuper de tout ce qui nous concerne et tout ce qui est un peu loin de nous, ne pas être égoïste, mais aussi quand même se faire du bien. Certains Je vais vous recommandent... raconter, si vous permettez, une toute petite histoire sur comment ont été découverts les neurones miroirs. C'est une très jolie histoire. Ils viennent d'un laboratoire italien. C'était des chercheurs italiens qui observaient l'activité cérébrale de singes. Et ils passaient leur journée à ça. Et ils ont laissé tourner leur machine au moment où ils sont allés manger des sandwichs. Et ils se sont aperçus que pendant les moments où ils mangeaient, l'activité cérébrale, l'activité électrique cérébrale des singes était corrélée à ce qu'ils voyaient. Donc les singes voyaient les chercheurs en train de manger et ils bougeaient les neurones en lien avec le fait d'attraper le sandwich. Donc on s'est aperçu comme ça que quand on voit quelqu'un faire quelque chose, on va, de manière tout à fait inconsciente et involontaire, activer des zones cérébrales en lien avec ce qu'on voit de l'autre. Certains recommandent d'essayer, au moment de s'endormir, d'essayer de penser à ce qui s'est passé de mieux dans la journée. Est-ce que c'est une gymnastique cérébrale qu'on devrait avoir parce que justement on s'endort peut-être un peu plus serein, un peu plus léger? C'est gérable pour vous ou c'est un vœu pieux? En toute sincérité, moi, j'ai pas d'expérience sur ce domaine-là. Je connais pas vraiment d'études là-dessus, mais je crois que effectivement, à chaque fois qu'on se met dans un conditionnement positif ou simplement dans une période de relaxation, c'est effectivement meilleur pour son sommeil. Ça, c'est certain. Ce qui est quand même le meilleur pour son sommeil, c'est deux choses. C'est de se fatiguer un peu. C'est quand on s'est fatigué dans la journée qu'on prépare le sommeil du soir. C'est de ne pas être confronté aux écrans et à des situations trop stimulantes juste avant de dormir. Et puis, vous savez, il faut faire attention à cette gymnastique cérébrale avant le coucher parce que ça peut faire monter la pression. Vous savez, il faut faire attention à ne pas trop se contraindre. Montaigne le disait beaucoup en défenseur de la liberté, d'une certaine insolence. Faites un peu comme vous voulez. Si vous avez envie de penser à des bonnes choses, pensez. Mais j'ai pas trop envie qu'on prescrive des pensées. D'autant plus qu'il y a un autre grand message qui s'appelle « Vive l'amnésie ». Finalement, c'est pas une chance dans la vie de se souvenir de tout parce que ça incite à ruminer ou il y a une autre explication? Pourquoi l'amnésie est positive? Alors c'est extraordinaire. Là, Montaigne fait tout un développement sur l'amnésie que j'utilise beaucoup en consultation. Il dit plein de choses. Il dit déjà les couples qui résistent sont les couples où on est capable d'oublier un peu ce qu'a fait l'autre. Certes, on se rappelle les bonnes choses, mais on est aussi capable de temps en temps d'avoir un peu d'oubli. Il dit qu'il n'y a rien de plus terrible que les vieillards qui se souviennent de tout et qui vous accablent d'anecdotes interminables qui vont donc finalement, plus on est amnésique, moins on va avoir des anecdotes. Non, il dit aussi que ça rend moins manipulateur. Vous voyez, par rapport à cette obsession d'un cerveau parfait, d'un cerveau en forme, d'un cerveau qui fait de la gymnastique, acceptons l'idée, puis dernière idée que nous donne Montaigne, quand on a un peu moins de mémoire, on a plus de créativité.
hein. On est plus ouvert aux pensées de l'autre, aux créations de l'autre. Il dit une très jolie chose. Il dit, au fond, les essais que j'ai écrits, c'est comme un bouquet. Je suis allé cueillir des fleurs un peu partout, chez les penseurs de la Renaissance, chez les penseurs de l'Antiquité. Moi, mon seul travail, alors que j'avais tout oublié, ça a été de fournir le fil du bouquet. Très, très joli. Vous avez quelque chose sur ce sujet-là, Euh, Véronique? je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce que dit le professeur Lejoyeux. En revanche, je me demande si nous avons chacun la possibilité d'avoir le choix par rapport à nos souvenirs. Et donc, je crois effectivement connaître autour de moi des personnes qui sont caractéristiques car elles ne se souviennent que des bons moments, et d'autres, en revanche, qui ont un petit peu une façon de se souvenir plutôt des mauvais moments. Est-ce qu'on est tout à fait maître de ça? Je repose la question à mon collègue. Personnellement, je ne sais pas trop si c'est une capacité innée ou une capacité acquise. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que nous appelons en psychiatrie le biais de confirmation. Et ça, je le vois à chaque fois que je vois un déprimé en consultation. C'est-à-dire que quand on est triste, on se souvient de ce qui confirme nos raisons d'être triste. Si je suis déprimé, je vais me souvenir des souvenirs malheureux. Quand je suis moins déprimé, je vais avoir un biais de confirmation de ce qui est agréable. Et puis, il faut se rappeler, il y a une étude allemande, là aussi, que j'ai citée dans le bouquin, qui est très marrante. On a demandé à des Allemands de caractériser leurs voisins. D'abord en disant des choses positives et puis en disant des choses négatives sur leurs voisins. Sur les choses positives, on a 2, 3 adjectifs qui viennent. Mon voisin est sympa, je sais pas. Et sur les négatifs, on a des dizaines d'idées qui peuvent nous venir. Donc spontanément, il nous vient plus d'idées négatives que d'idées positives. C'est terrible, mais c'est comme ça, on peut un peu lutter contre cette tendance. Oui, alors comment est-ce qu'on peut se rééduquer par rapport à ça? Peut-être qu'en France, on a aussi une façon un peu difficile d'être en relation les uns avec les autres. À l'école aussi, on a quand même une école qui est souvent dans la compétition. On n'a pas forcément une écoute très bienveillante des gens, même au niveau parental. Quelquefois, on se rend compte que les éducations sont un petit peu strictes, un petit peu... Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous s'exercer à essayer d'être au maximum bienveillants et au maximum presque valorisant des personnes qu'on rencontre? Des petits exercices tout simples, hein. Vous rencontrez des amis, vous leur dites bonjour et vous leur faites un compliment. Parce que quelquefois, vous vous rendez compte que quelqu'un est super bien habillé, autant de le garder pour vous, vous dites oh, « qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui !» Et dans ces cas-là, vous entendez souvent « t'as quelque chose à me demander ?» Ou alors, vous faites comme Montaigne, Je pense vous qu'il faut le pratiquez faire. l'auto-bienveillance. Et vous dites que L'auto-bienveillance. quand vous râlez, vous avez des raisons de râler, vous vous autorisez à râler. J'aime bien ça aussi, moi. Parfait. Alors, il y a un autre sujet qui est important, c'est avoir un bon ami et lui consacrer du temps. Mais Montaigne avait l'amitié extrêmement exclusive quand même, hein. Oui, c'est là c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie d'en faire un guide de santé. Les conseils de Montaigne sont très anti-intuitifs. À l'époque, on vous dit qu'il faut plein de copains, plein de liens sur les réseaux sociaux, plein de likes sur Internet. Montaigne dit, tous les amis que nous avons ne servent à rien. Ces amitiés superficielles sont plutôt déprimantes. Ce qu'il faut, c'est moi j'ai rajouté 3 ou 4, histoire qu'on ne se fâche pas avec tout le monde, 3 ou 4 très bons amis. D'ailleurs, Montaigne dit, si vous avez 2 amis et qui vous demandent des choses incompatibles l'un et l'autre, auxquelles allez-vous répondre? Donc, il attend d'une amitié qu'elle soit exclusive, qu'elle soit jalouse, qu'elle soit passionnée. C'est sa fameuse histoire avec Étienne de la Boétie. Nos 2 cœurs étaient tellement cousus qu'on ne voyait plus la couture. Et puis, il dit aussi que l'amitié, ça ne s'explique pas. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Quand on lui demandait pourquoi il était ami de la Boétie, c'est cette phrase qui est la plus belle phrase des décès, qui s'applique à l'amitié, qui s'applique à l'amour, simplement parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc les amitiés, elles ne sont pas justifiées, elles ne sont pas travaillées. On tombe en amitié comme on tombe en amour. Il faut cultiver ces relations essentielles et probablement s'autoriser à élaguer un peu ou regarder avec une certaine distance des relations plus accessoires. Vous savez, c'est tellement vrai qu'il y a une étude coréenne récente qui montre que les jeunes Coréens qui ont énormément d'amis en ligne et peu d'amis dans la vraie vie sont plus exposés aux dépressions que ceux qui ont des amis dans la vraie vie. Donc cultivons
nos vrais amis, celle ou celui qui est à côté de vous, celle ou celui qui partage votre vie, et faites, moi je propose ça comme exercice dans le livre, faites un bilan d'amitié. Mesurez les gens qui comptent le plus dans votre vie, et est-ce que c'est avec eux que cette semaine, vous avez passé le plus de temps, ou est-ce que c'est avec des personnes qui finalement vous sont assez indifférentes? Est-ce que finalement vous avez répondu à tous vos followers, à toutes les relations, y compris professionnelles? Est-ce que le temps passé avec celles et ceux qui vous passionnent a été à la hauteur de l'investissement que vous en avez? Et c'est ça qui nous renforce. Véronique? Je partage à 300% ce qui vient d'être dit. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous, malheureusement, la chance d'avoir des vrais amis ou des vrais partenaires ou un vrai couple. Et c'est vrai que si on a cette chance, il faut le cultiver. Sinon, il faut aussi aller vers la vie sociale. C'est-à-dire qu'on a montré qu'un des grands domaine de la mauvaise santé, c'est la solitude. Alors elle peut être un peu artificielle. C'est vrai que si on est dans des groupes avec lesquels on n'a pas grand-chose à échanger, le fait d'être en groupe ne vous apporte pas grand-chose. Mais on peut quand même cultiver la vie sociale. On a montré les activités, le partage d'engagement. Moi, j'ai envie de donner quand même une autre notion qui me paraît importante aujourd'hui pour aller bien, c'est l'engagement. C'est quelque chose qu'on ne met pas toujours en avant parce que on a une vision quelquefois un petit peu personnelle de notre vie. On veut la garder un petit peu dans notre sphère. Mais on a aussi cette notion que beaucoup de jeunes sont un peu déprimés, il y a l'éco-anxiété, il y a plein de choses. Il y a quand même beaucoup d'obstacles sur les années qui vont venir et qu'on doit surmonter. Et je crois qu'un des moyens d'aller bien, c'est aussi s'engager, c'est faire, c'est être dans le concret, c'est être dans l'action. Parce que sinon, effectivement, on est passif et on ne fait que râler. Les Français sont quand même assez bons pour râler. Et c'est pas comme ça qu'on peut aller bien pour sa santé. Véronique, je suis complètement d'accord avec vous sur l'engagement. Montaigne le formule autrement et d'une manière qu'on peut utiliser en consultation. Il parle de cohérence. Il dit souvent, nous sommes incohérents. C'est mon mot préféré. Il prend l'exemple d'un noble qui avait une maîtresse et qui, pour aller voir sa maîtresse, devait tous les jours traverser une église. Et il dit, il faisait probablement une prière dans cette église. Il dit quelle devait être la cohérence de cette prière, en sachant que quand il priait, c'était juste avant d'aller voir sa maîtresse. Au fond, dans nos engagements, ils n'ont de sens que s'ils sont cohérents par rapport à ce qu'on est, par rapport à nos valeurs. Et c'est tout ce qui va faire la différence entre un engagement authentique et une manipulation sectaire, le fait d'attraper je ne sais quel gourou, promoteur de bien-être. Vous savez, moi je suis très content d'être avec vous sur le point, sur Neuroplanète. D'habitude, je dis non à tous les événements autour de la santé, tellement j'ai peur d'être, entre guillemets, manipulé ou récupéré par ces promoteurs de bien-être. Vous avez le ministre de la Santé l'a annoncé hier, dans ceux qui vous offrent du bien-être, 80% ont des pratiques illégales. Donc, si déjà vous pouviez vous mettre à distance de toutes ces pratiques un peu toxiques, ça me paraît bien. Et vraiment, engagement, oui, mais engagement cohérent. Alors, je voudrais rebondir sur la cohérence, parce que c'est vrai qu'une des raisons aussi pour lesquelles les gens ne sont pas très bien aujourd'hui, semble-t-il, d'après des études, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors, sans doute que ça a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est peut-être encore poussé à son paroxysme. C'est quoi en pratique? Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on vous dit de faire des choses et on vous montre exactement le contraire. Par exemple, la publicité. Aujourd'hui, on sait bien qu'on est très concerné par les modifications climatiques. On sait bien que tous, on doit essayer de faire quelque chose qui va dans le bon sens. Or, on n'arrête pas de nous montrer des vols pour aller à Dubaï à 30 €, un SUV qui fait je ne sais pas combien de machins. Voilà. Donc, on est dans une continuelle dissonance cognitive. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens dans leur métier, 40% des gens, dit-on, qui sont dans cette dissonance cognitive. Je donne un autre exemple. À Toulouse, il y a des gens qui font des choses parfaitement sur l'aéronautique, donc c'est super, c'est un fleuron français, c'est génial. Mais ils se rendent compte que leur recherche sert à faire des avions et que les avions aujourd'hui, il ne faudrait pas les utiliser. Donc on est dans une permanence de difficulté à savoir, mais alors je fais pas, c'est bien, c'est pas bien, voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi sur lequel il faut qu'on arrive à réfléchir. Finalement, le bonheur pour moi, c'est être en paix avec soi-même, c'est-à-dire je sais où je veux aller, je sais ce que je dois faire, bon, je choisis, je le fais, mais au moins je suis responsable de ce que je fais. Alors, on n'est pas tous en capacité de quitter son métier, on n'est pas tous en capacité de faire des choix extraordinaires, mais quand même, quelque part, il faut se poser ces questions pour aller bien.
Je Alors suis moi, je d'accord voudrais... avec vous, Véronique. Moi, je ne sais pas ce qu'est le bonheur, mais je sais ce qu'est la santé. Mais sur cette histoire de la dissonance cognitive, il y a encore deux exemples sur lesquels les universitaires de psychiatrie se battent beaucoup. Il y en a un qui est l'image du corps. On n'arrête pas de nous présenter des adolescents ou des Absolument. personnes plus âgées cachectiques dans les images de mode. On nous donne un modèle, notamment d'image féminine, totalement inatteignable, qui est à l'origine, chez les plus fragiles au niveau du schéma corporel, d'une vraie dissonance cognitive. Je n'arrive pas à être aussi maigre que les images de la publicité, ou alors le jour où j'y arrive, c'est qu'en fait, je suis malade. Et sur les addictions, on a des grands panneaux où on vous montre une bouteille de bière qui est formidable, qui vous permet de passer une fête formidable avec les copains, et en bas, on vous met à consommer avec modération. Si ça, c'est pas de la dissonance cognitive, on se demande ce que Absolument. c'est. Moi, je voudrais, juste pour terminer, avant qu'on passe la parole à la salle pour des questions, revenir une seconde sur de l'influence des réseaux sociaux. Parce que je pense que sur le mental et sur le bien-être, justement, ces images véhiculées, ces influenceurs qui veulent vous emmener dans des directions qui ne sont pas forcément les vôtres, c'est dangereux quand même, non ? Ah, mais c'est hyper dangereux, hein, surtout quand on voit le niveau des messages qui sont transmis par les influenceurs. Alors heureusement, moi j'ai l'âge où je ne connais pas très bien tous ces réseaux sociaux, donc j'y vais pas très souvent, mais je suis persuadée qu'effectivement nos jeunes, c'est une catastrophe. Les modèles donnés sont d'une pauvreté intellectuelle, mais c'est absolument abyssal. Donc je crois que notre jeunesse, elle a beaucoup de soucis à se faire, parce que comment se libérer de ce genre de choses? Alors j'ai entendu hier à France Inter quand même qu'il semblerait que le panache des influenceurs soit en train de se casser la figure. J'ai entendu un truc comme ça. Un petit peu. Et ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Ouais. Michel, vous la constatez parmi votre patientèle, cette influence de tout ce qui est autour des réseaux sociaux et des influenceurs, justement ? Honnêtement, pas tant que ça. On a toujours eu des engouements. Vous savez, il y a 50 ans, on demandait aux psychiatres si l'utilisation des bandes dessinées n'allait pas complètement modifier le cerveau des adolescents. Ce qui est à la mode, il est habituel d'en faire quelque chose de toxique. Je me souviens d'un article de mon maître Lebovici sur le western, qui disait que si on voit trop de western, on va devenir violent. Moi, je crois que le vrai sujet, c'est de garder des choses internes, vous voyez, de garder ce qu'on a dit, l'amitié, l'activité physique, la relation à la nature, tout ce que vous avez dit, Anne, tellement justement. Peut-être que, vous voyez, moi j'avais envie de vous rappeler une autre chose qui m'a tellement plu chez Montaigne, c'est qu'il disait, il ne faut pas aimer sa tristesse. Vous voyez, ce qui est ennuyeux avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils vous donnent des raisons d'être morose, d'être catastrophique, d'être catastrophiste. Et au fond, Montaigne dit un truc que j'ai toujours envie de dire en consultation, arrêtez d'aimer votre tristesse, arrêtez de surinvestir votre tendance à aller mal, vous avez le droit d'aller bien. Vous voyez, face au flot d'informations et que le Point fasse en parallèle, le Point n'est pas un journal qui ne donne que des informations positives, hein, pas comme les journaux soviétiques de l'époque. Évidemment, vous montrez les grands drames, mais le fait que vous soyez aussi capable de parler de santé et de parler des éléments positifs, ça me paraît extrêmement utile. Vous n'êtes pas nombreux à le faire, on vous en félicite. Et alors on a une chance, je prends un peu la place d'Hélène pour le sens des mots, c'est que Roger-Paul Droit va nous rejoindre juste après cette table ronde, justement pour parler des mots. Peut-être Hélène, moi j'ai encore 1000 questions, mais peut-être que nos amis aussi. Moi aussi, mais je pense que la salle aussi, vous êtes très nombreux, donc n'hésitez pas à lever la main. Voilà, il y a une question déjà là-haut, madame, s'il vous plaît, un micro arrive immédiatement. N'hésitez pas à lever la main comme ça, un deuxième micro pourra vous être apporté. On vous écoute. Ah, c'était l'autre dame après là. Oui, c'est pareil. Ce sera ensuite juste. On vous écoute. Bonjour, merci. Là Voilà. Bonjour, excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude. Je voulais vous demander, docteur Mondain, avec un joli nom comme ça, qu'est-ce que c'est une médecine intégrative ? La médecine intégrative, c'est une médecine qui permet d'associer à la fois à nos pratiques médicales classiques, celles qu'on fait au CHU et partout, des pratiques qu'on appelle aussi aujourd'hui interventions non médicamenteuses, à condition, parce que j'entendais très bien le professeur Lejoyeux, il a raison, que ces pratiques soient validées scientifiquement et faites par des thérapeutes parfaitement formés dans la sécurité et dans la possibilité que tout le monde puisse les utiliser.
Donc ces pratiques, par exemple aujourd'hui, on sait que à la fac de médecine et dans toutes les facultés françaises, l'enseignement sur ces médecines intégratives va commencer cette année avec une initiation de nos étudiants à l'hypnose, la méditation, toutes ces pratiques-là qui sont vraiment très bonnes en ce qui concerne les pratiques psychocorporelles, ce qu'on a dit, la régulation de notre axe psycho-neuro-hormono-immunologique pour nous mettre en capacité de gérer notre stress, de surmonter les épreuves de la vie. Voilà, donc cette médecine intégrative, elle fait vraiment le focus sur tous les principes d'hygiène de vie. Et il y a aussi l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, voilà, tout ça. C'est ça la médecine intégrative. Je vous Mais remercie. complètement d'accord, docteur Mondin, notamment pour se dire que ces thérapies-là, nous les utilisons au quotidien chez des gens qui veulent aller bien. Et pour le dire de manière plus simple, la médecine a toujours avancé sur deux jambes. Une jambe qui est celle de la prévention, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour protéger sa santé, et une jambe qui est celle du traitement. Et tant la prévention que le traitement doivent se fonder sur des principes, ce qu'on appelle evidence-based, c'est-à-dire validés par des études contrôlées. Merci beaucoup. Une autre question, madame? Bonjour, je voudrais revenir sur les endorphines. Il me semblait qu'il fallait plus de 6 minutes pour avoir une bonne sécrétion d'endorphines. Et la deuxième question, c'est si on pratique une activité physique, est-ce qu'il ne faut pas plus en pratiquer pour avoir une bonne sécrétion? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, je suis toujours très prudent quant aux corrélations biologico-cliniques. C'est-à-dire les gens qui vous disent, vous savez, cette étude sur les endorphines que je vous ai citée, elle était sur un petit temps, elle a montré des choses, mais de là, je n'ai pas aujourd'hui vu une étude qui vous dise le temps d'activité optimal pour faire monter les endorphines. Méfions-nous. Vous voulez, la fascination pour la neurobiologie est quelque chose. Méfions-nous que cette fascination ne nous fasse pas des nouveaux diafoirus à dire bah, écoutez, les endorphines, je suis sûr qu'au bout de 15 minutes, il se passe ça. Il y a probablement des facteurs individuels. On a des pistes neurobiologiques aujourd'hui, mais vraiment, ne vous laissez pas trop contraindre sur le temps. Je vous rappelle que la meilleure activité physique, c'est celle que vous faites vraiment. Donc, si vous faites 6 minutes vraiment, c'est mieux que si vous faites dans votre tête ou en projet une demi-heure. Et si vous faites en pratique une demi-heure, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question de ce côté-là, on vous écoute. Oui, bonjour. Ça marche pas. Bonjour. Oui, docteur Mondin, vous disiez que la France était leader pour le fait de râler, mais le fait de râler a une sorte de cohésion sociale et humaine que de descendre et de manifester pour des choses importantes. Sinon, on devient un peu des moutons. Donc, c'est une tradition qui doit perdurer, j'allais dire. Merci. Non, mais je pense que c'est bien de râler, mais il faut savoir aussi quelquefois proposer. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans le fait négatif, il faut proposer toujours des choses après avoir râlé. Donc c'est ça un peu que je veux dire, il faut savoir équilibrer notre façon de faire. Alors, là encore, dans le livre que j'ai fait sur Montaigne, on parle de la colère, parce que Montaigne cite Platon. Platon est en colère contre un de ses esclaves, et il lui dit « Je serais prêt même à te tuer, mais comme je suis en colère contre toi, je sais que tout Platon que je suis, Socrate, pardon, tout Socrate que je suis, je perds ma raison quand je suis en colère. » Donc râler, le sujet politique est hors de mon champ, mais en tout cas, il faut savoir qu'une femme ou un homme en colère est quelqu'un qui arrête de réfléchir. Donc quand vous avez en face de vous, dans la vie personnelle ou ailleurs, quelqu'un qui est en colère, n'essayez pas de le convaincre, attendez simplement que la colère retombe, sa raison reviendra en même temps. Merci beaucoup. Nous allons prendre une autre question. Madame, on vous écoute. Oui, bonjour. Voilà, c'est plus par rapport aux jeunes et aux réseaux sociaux. Et je voulais savoir, maintenant, ils se prennent en photo uniquement, quasiment avec des filtres. Et les jeunes se voient qu'avec les filtres. Est-ce que ça modifie aussi leur perception, comme pour les influenceurs, etc. Est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce que ma question est claire? Merci pour cette question. Michel, ça change l'image que l'on a de soi. On ne se voit plus comme on est en réalité, on ne se voit plus jamais comme on est en vrai. Bien sûr. Vous savez, nous, on a dans le service une consultation d'addiction à l'Internet et d'addiction aux réseaux sociaux. On a
on a inventé, si j'ose dire, des thérapies par concurrence. On n'essaie pas de se battre contre les réseaux sociaux. Essayez de voir un ado avec ses réseaux sociaux et essayez de lui dire il faut que tu en fasses moins. Vous allez avoir juste un succès d'estime. Par contre, proposez-lui des activités dans la vraie vie. Proposez-lui ce dont on a le moins, c'est-à-dire du temps, de l'attention, et peut-être que tout ça va retrouver sa place. Donc, plutôt que d'essayer de pointer toutes ces dérives qui sont indiscutables, essayons de ne pas faire des réseaux sociaux des babysitters, des accompagnateurs de travail scolaire. Vous savez, on est étonné, moi je suis étonné, je vais vous dire, quand je vois des parents venir me voir en me disant mes ados sont addicts aux réseaux sociaux, souvent ils font deux choses. Un, ils ont une cigarette à la bouche, donc je leur dis si vous déjà vous n'aviez pas d'addiction, ça les aiderait. Si vous voyez des parents non addicts au tabac, ça les aiderait. Et deux, quel temps vous passez avec eux. Donc plutôt que d'être en position interdictrice, soyons dans une position de concurrence. Mais ce n'est pas une réponse complète à la question des filtres, mais je veux dire, les filtres, c'est toutes les modes, ils ont tous les mois une nouvelle idée, un nouveau défi, etc. Les facteurs de protection sont la vie réelle. Oui, le danger, c'est un petit peu aussi notre société qui est en train d'aller de plus en plus vers du virtuel, hein, avec ces fameux métavers. Moi, j'y connais rien, alors je vais juste citer ça. Mais je pense qu'on est aussi dans une dynamique qui fait qu'on perd le sens de la réalité. On devient de plus en plus hors sol, en fait. Et on revient avec justement le début de notre topo, où il fallait aller vers la nature, vers le concret. Il faut revenir aux choses réelles, pour faire comprendre à nos enfants comment ça fonctionne, comment les animaux créent des choses, comment les plantes créent des choses. Parce qu'effectivement, on se dirige quand même vers une société totalement virtuelle. Les filtres, peut-être en font partie, c'est-à-dire on change son aspect, on devient un avatar. Voilà, il faut vraiment qu'on revienne à la réalité tangible, parce que c'est la seule qui existe en vrai, et il faut qu'on dirige un peu nos enfants vers ça. Et je suis d'accord avec votre conclusion. Déjà, passons du temps avec nos enfants, passons du temps les uns avec les autres, ça laissera moins le champ à aller regarder des choses qui n'existent pas sur des écrans. Et je voudrais vraiment qu'on se rappelle l'essentiel du danger sur les réseaux sociaux. Ce sont quand même les dérives sexuelles, hein, où un certain nombre d'ados sont embrigadés dans des pratiques sexuelles perverses, dans des emprises, dans des dangers comme ça. Les dérives racistes, les dérives... Donc, je préférerais qu'on soit extrêmement vigilant sur le plus grave, et puis le reste, malheureusement, on va être en concurrence. Merci. Alors, on va prendre une dernière question rapide. Bonjour. Je vais avoir une question rapide pour madame. J'ai été très agréablement surprise de vous entendre employer le terme d'engagement. Je suis d'une génération où c'était un terme positif. La génération qui me suit, ceux qui ont la quarantaine, pour eux, c'était le pire du négatif. C'était même très négatif. Je ne suis pas sûre qu'on ait tous le même sens de ce mot derrière. Et j'aimerais bien que vous nous précisiez un peu ce que vous avez en tête dessus, parce que il me semble aussi qu'on est tous tellement axés sur l'individu qu'on en oublie l'autre partie, que c'est, en tout cas tel que moi je l'entends, mais je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, qui est le collectif, l'être avec les autres, etc. Enfin, mais j'aurais aimé que vous précisiez ce que vous vouliez dire par rapport au bienfait de l'engagement. En tout cas, moi, je suis très content qu'on n'ait pas tous les mêmes engagements. C'est la condition d'une société saine. Vous imaginez, si on était tous engagés sur les mêmes choses, on serait dans une société totalement totalitaire. Vous avez vu les élections en Chine. Donc, c'est très bien qu'on ait des engagements différents, qu'on les affronte. Moi, j'insiste vraiment sur la cohérence de l'engagement par rapport à nos valeurs et par rapport à ce qu'on est. Vous voyez, Michel, on a un temps court maintenant, pardon. Voilà. On va... Merci pour que Véronique ait le temps de donner sa réponse aussi sur l'engagement. Je suis désolée. Oui, mais c'est la même chose, c'est-à-dire les trois mots importants, engagement, cohérence, valeur. L'engagement, pour moi, c'est essayer d'avoir réfléchi sur qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, être humain, pensant, avec une conscience, comment est-ce que je me projette dans l'univers dans lequel je vis, c'est-à-dire effectivement dans le collectif. Il n'y a pas que notre environnement très proche, il y a tout ce qui est autour de nous. Et comment est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice que j'aimerais bien pouvoir décrire peut-être à mes enfants, mes petits-enfants. Voilà, c'est ça l'engagement. Après, on a chacun des valeurs différentes. Ça peut être effectivement, je ne sais pas, le souci de l'autre, la nature, les animaux. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut s'engager. Mais c'est avoir réfléchi sur quelle est un peu cette mission ou cette façon que moi, je voudrais avoir de m'accomplir. Voilà, c'est un petit peu ça pour moi, engagement.
Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup professeur, merci docteur, merci Anne. On vous applaudit. Je rappelle, professeur, que votre ouvrage En bonne santé avec Montaigne donc, est en vente ici grâce au partenariat avec la librairie Jean Jaurès que nous remercions. On se retrouve donc dans quelques minutes donc pour un échange, comme l'a annoncé Anne, avec Roger Paul Droit, 50 minutes philo, quand les mots MOTS provoquent les mots MAUX. Alors vous êtes très très nombreux, donc s'il vous plaît, si vous n'êtes pas inscrit pour la conférence suivante, je vous remercie de bien vouloir libérer votre place. On se retrouve dans quelques minutes. Merci encore à vous trois.